Le grand magazine du samedi, midi 18h. Les spéciales de RVVS à partir de 15h. Les spéciales de RVVS. Robert Congo. Ma vision pour le Congo-Kinshasa et la région des Grands Lacs est le titre du nouvel ouvrage publié par Gaspard Hubert Loncy-Coco aux éditions L'Harmattan. Essayiste réformiste, humaniste et acteur politique, il est aujourd'hui l'invité de la rédaction de RVVS pour évoquer son projet d'un Congo nouveau, fort, prospère et stable, vivant en paix avec ses voisins. Une émission de Robert Congo. Bonjour à tous et bienvenue sur RVVS. Cette émission, je la dédie à Tablé Rochereau qui vient de nous quitter ce matin à 9h30, 10h à Bruxelles. C'était l'un des grands artistes musiciens congolais, un grand chanteur qui a à son actif fait 2000 chansons. Paix à son âme. Je signale que pour les auditeurs qui souhaiteraient poser des questions à notre invité, le standard est ouvert et ils peuvent composer les 01 34 92 82 42. Gaspard Hubert Loncy-Coco, bonjour. Bonjour, monsieur Congo. Ma vision pour les Congo et la région des Grands Lacs, le titre de votre nouveau livre que vous venez de publier chez L'Harmattan. Alors, expliquez-nous, Gaspard Hubert Loncy-Coco, de quoi s'agit-il ? Il s'agit tout simplement d'un projet de société pour la République démocratique du Congo du 23e millénaire, du 21e siècle et aussi par rapport à la paix, la pacification dans la région des Grands Lacs. Un pays qui a 9 frontières, qui est au cœur du continent africain, ne peut pas vivre indépendamment de ses voisins. Donc la stabilité de la République démocratique du Congo sera pour beaucoup dans la pacification de cette région. Voilà pourquoi je me penche sur ces grands pays et cette région très très géostratégique. Un très beau livre, Gaspard Hubert Loncy-Coco, qui se lit facilement, très bien écrit d'ailleurs. De toute façon, tout le monde vous reconnaît ces talents-là. Mais dites-nous, qu'est-ce qui vous a vraiment motivé à l'écrire ? Depuis, vous venez de dire, je suis un acteur politique et j'ai toujours eu pour ambition de présider un jour à la destinée de la République démocratique du Congo. Et comment tu peux présider à la destinée d'un pays si on ne sait pas ce que vous pensez de ces pays et de ces populations? Moi, je n'ai pas, c'est une question d'éducation politique, hein. Je ne pense pas je suis pas de ceux qui pensent qu'on peut élire un futur président de la République par le biais de l'argent ou des pagnes ou de la bière. Je pars du principe qu'il faut avoir un projet de société et je ne me présenterai pas parce que je suis mon Congo parisien qu'on me vote pour ça. Mais non, c'est par rapport à ce que je pense pour l'avenir de ces pays. Voilà pourquoi ces derniers temps, je consacre une grosse partie de mon temps à ces pays. Et d'ailleurs, depuis 2010 à aujourd'hui, ça c'est mon 3e ouvrage consacré à la République démocratique du Congo. Donc, c'est un projet, un programme pour un Congo meilleur et davantage éclairé. Donc, repenser un autre État, refonder un autre État, mais c'est une gageure, Gaspard Hubert Loncy-Coco. Pourquoi pas? On n'est pas président de la République pour se mettre de l'argent dans les poches. C'est pour le bonheur des gens, c'est pour l'avenir de toute une nation, de tout un continent. Et pour cela, donc, j'ai ces projets de société et vous remarquerez d'ailleurs, la première partie de ces projets commence par un programme chiffré pour 2014. Ben c'est vrai qu'il y a pas mal de chiffres que vous avez d'ailleurs. Quelles sont vos sources ? D'une part, j'ai fait ces projets par rapport au programme du gouvernement congolais de 2013. C'est à partir de ces éléments que j'ai conçu tout un projet de 2014 à 2009 du point de vue de la croissance et du point de vue du budget national par rapport à ce que je compte articuler comme programme. Justement, je lis avec attention le livre qui est le vôtre. Et on a l'impression que depuis l'indépendance, ceux qui ont justement dirigé ces pays
n'ont pas fait grand-chose pour ce pays et beaucoup de choses n'ont pas marché. Et selon vous, qui en est le responsable? Vous savez, vous soulevez un gros problème par rapport à la RDC. C'est le seul pays d'Afrique qui a toujours été dirigé par des jets de déstabilisation. Il y a toujours une instabilité et les Congolais n'ont jamais eu le temps de gérer tranquillement leur pays. Il y a eu des sécessions moulélistes sous Mobutu. On a connu comment Mobutu a accédé au pouvoir par rapport à Kasavubu. Et avec le père Kabila, on voit l'arrivée de nos voisins de l'Est pour déstabiliser les pays, et récemment le pays sort d'une guerre avec tout ce qui est M23. Donc le pays a toujours été déstabilisé, raison pour laquelle dans ce bouquin, dans cet ouvrage, je consacre un gros chapitre par rapport à l'armée, qui doit être une armée défensive, une armée persuasive, qui puisse permettre la stabilité du pays, parce que sans la paix, l'économie ne peut pas prospérer. Or, vous ne pouvez avoir la paix que si vous avez une armée aguerrie. Et la communauté internationale y est pour quelque chose. C'est un pays immensement riche. Il faut la déstabiliser pour avoir les matières premières à moindre frais. Et il faut aussi faire en sorte que ce pays ne décolle pas, parce que c'est une véritable puissance économique. C'est aux Congolais, par rapport à leur patriotisme, par rapport à l'amour de ces pays, de faire en sorte que le calme s'instaure dans ce pays. Et ça ne se fera que par la bonne gestion de la chose publique et par une réelle volonté politique. La communauté internationale, mais les Congolais aussi sont responsables de leurs maux. Quelle est la part justement des Congolais? C'est ce qui nous intéresse vraiment. C'est bien beau d'accuser les autres, l'autre est responsable, mais nous, en tant que citoyens congolais, quelle est notre part de responsabilité? Je n'accuse pas forcément la communauté internationale. Je dis que la communauté internationale a aussi une part de responsabilité dans ce qui se passe au Congo. J'en veux pour preuve, je vais revenir à votre question. Là, on a battu militairement les M23. Mais comment on peut aller et les M23 se saborder de lui-même? Et comment on peut nous obliger de négocier avec une structure qui militairement n'existe plus? Vous voyez que c'est sournois. Bien sûr que nous sommes les premiers gardiens de nos intérêts et nous sommes les premiers responsables de ce qui se passe au Congo. Et pourquoi on en est là? Il y a un vrai travail à faire d'évolution des mentalités, mais il y a un vrai travail à faire d'éducation politique, mais il y a aussi un vrai travail à faire en matière de patriotisme. Les Congolais aujourd'hui n'est pas suffisamment patriotes. Je ne dis pas qu'on soit nationaliste, mais qu'on soit au moins patriote pour pouvoir à tout moment, peu importe nos divergences, nos chamailleries, quand l'avenir du pays étranger, nous devons défendre ces pays-là. Donc, nous devons passer par cette évolution de mentalité pour ne pas confondre la chose publique avec les biens privés. C'est ça qui se passe au Congo. Quand je vois aujourd'hui, par exemple, le gouvernement qui n'est pas encore, le budget du gouvernement congolais pour 2014 qui n'est pas encore adopté, mais le projet du gouvernement, c'est de 7 milliards de dollars. Moi, ça me fait rigoler. Alors que moi qui ne suis pas aux affaires, j'ai un budget de 7 milliards d'euros qui revient à 10 milliards et quelques, 7 milliards 750 millions d'euros. C'est-à-dire plus de 10 milliards de dollars USD, et sachant que si vous travaillez dollars américains, USD, dollars américains. Oui. Et si vous travaillez avec sérieux, avec rigueur, dans les 3 mois du gouvernement, vous pouvez récupérer plus de 3 milliards de dollars ou d'euros, dans le circuit informel, l'argent qu'on ne maîtrise pas. Et donc, il y a un budget qui est de 7 milliards de dollars, d'euros aujourd'hui, au mois de mars de l'année 2004, peut être à 13 milliards et quelques. Donc, c'est pour dire que il manque de rigueur à nos hommes et femmes politiques, mais aussi ils n'ont pas une vision à court, moyen, long terme par rapport à ce pays. Le Congo est géré comme une épicerie. Donc vous pensez qu'on a un problème de leadership fort? Bien sûr. Expliquez-vous, Gaspard Hubert Loncicoko Coco, parce que vous le soulevez dans votre bouquin. Quand on gagne une élection sans projet de société. Moi, j'ai été au Congo aux élections 2011. Aussi bien les 2 principaux candidats n'avaient pas de projet de société. Il y a eu Kamere qui avait un tout petit peu un projet et Kachala, mais le reste n'avait pas de projet de société. Quand on va aux élections, que l'électeur vote en fonction de l'origine ethnique, en fonction de l'argent qu'on lui donne, en fonction de la bière qu'on lui donne, c'est qu'il y a un vrai problème.
Et à ce niveau-là, on n'a pas qu'à condamner la classe politique congolaise, mais aussi le peuple congolais dans son ensemble. Et d'autant plus qu'il y a un proverbe qui dit qu'on a que les dirigeants qu'on mérite. Dès lors que la population n'est pas politiquement suffisamment formée, ben c'est normal que l'élection se fasse sur des bases obsolètes au lieu que ça se fasse sur un projet. C'est pour cela, moi, j'entreprends cette démarche. Mon premier bouquin s'intitulait La République démocratique du Congo, un combat pour la survie. C'était aussi un projet de société. Le second, c'est après les élections Congo-Kinshasa, le degré zéro de la politique. Parce que je fais le constat de cette faiblesse, de cette faillite de la mentalité politique congolaise. Et je reviens avec ma vision pour le Congo-Kinshasa, la région de Grand Lac, pour habituer le peuple congolais à se prononcer par rapport à un vrai projet et par rapport à celui qui veut mettre en place des choses sérieuses pour non pas que son avenir immédiat, mais aussi l'avenir des générations à venir, de leurs enfants, leurs petits-enfants. Mais qu'est-ce qui manque, selon vous, au peuple congolais, justement, pour gagner ce pari? Il manque une mauvaise foi de nos voisins, une mauvaise foi de nous-mêmes, une mauvaise foi des acteurs politiques qui, une fois en place, n'aiment pas l'esprit d'émulation dans le bon sens, n'aiment pas voir des gens suffisamment compétents qui peuvent œuvrer pour ces pays. Alors que dans certains pays, on mise sur l'être humain, on mise sur l'individu pour pouvoir avoir des éléments capables de gérer ces pays. Or, nous, quand vous voyez le budget de l'éducation nationale au Congo, c'est rien du tout. Quand vous voyez le budget de l'armée alors qu'on a 9 frontières et qu'on est agressé en ce moment, c'est rien du tout. Donc, il faut qu'on nous sachions quelles sont nos priorités et par rapport à ces priorités-là, voir sur le plan éducatif quelle formation, quel programme nous allons mettre en place par rapport aux besoins du pays. Et puis, voilà, en gros, c'est facile peut-être à dire, difficile à mettre en place, mais c'est un challenge qui m'intéresse beaucoup. Je vais vous citer Gaspard Hubert Lonsi Koko parce que vous souhaitez fonder un État économiquement dynamique dans lequel règne une justice sociale qui fait les choix de la paix, de la croissance, créer un État des droits. Et d'aucuns diront que c'est un rêve. C'est un rêve. Mais vous y croyez. Mais quelles sont vos recettes? D'une part, par rapport aux recettes, j'envoie les lecteurs à lire les livres puisque le programme est très très détaillé. Donc c'est aussi ça le but du jeu. Je ne vais pas venir ici. Mais comment arriveriez-vous justement à réaliser Oui, je vais arriver à ça. Tout combat politique, tout projet politique naît d'ailleurs de l'utopie d'un individu. Et c'est cet individu-là qui va faire en sorte que beaucoup de gens adhèrent à son projet. Et je cite le jésuite espagnol Balthazar Gracián qui disait qu'on doit apprendre à penser en petite équipe et que la masse adhère à ce que cette équipe pense. Et j'ai toujours fonctionné comme ça. Je crois que cette utopie, comme ce que disait Jaurès, c'est de partir de l'idéal pour maîtriser le réel. Et on peut me reprocher d'être utopiste. Mais qu'est-ce que la politique sans l'utopie? Et le tout, c'est de transformer cette utopie en réalité. Ici, en France, où on est, quand Léon Blum parlait de congés payés, les gens rigolaient. C'était une utopie qui est devenue une réalité. Donc, moi, j'ai des convictions, de vraies convictions politiques. Je le mets noir sur blanc sur un livre et je ne demande qu'à ce qu'on m'accorde la possibilité de pouvoir le mettre en place. C'est des choses qui ne sont pas sorties de l'opération du Saint-Esprit. C'est toute une étude, toute une analyse après un constat de 1960 à aujourd'hui. Et par rapport aux chiffres du gouvernement congolais de 2013, j'ai battu toute une projection pour 2014 à 2019. Justement, Gaspard Hubert Lonsi Koko, votre quête est tout à fait légitime. Mais qui sont justement vos soutiens dans cette démarche-là? Dans cette démarche, on ne peut pas avant tout compter sur le soutien de qui que ce soit. Il faut vous-même déjà commencer par montrer la détermination que vous êtes à mesure ou vous avez envie de faire ça. À partir de là, les gens vont commencer petit à petit par rapport à la défense de votre projet, par rapport à vos convictions, à adhérer à ce que vous faites. Vous n'allez pas dire qu'on va prendre le pouvoir sans avoir un projet de société. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le Congo ne marche pas. On met la charrue avant le bœuf.
Moi, je commence par avoir un projet de société. Je dis à mes compatriotes, voilà ce que je compte faire. Ceux qui se retrouvent dans ces projets me rejoignent et puis qu'on puisse ensemble matérialiser ça. Baila cuando la mai, suya escucha mi vida. African fiesta, yo son el Congo. Oye, oye, la rumba congolesa. Baila cuando la mai, suya escucha mi vida. African fiesta, yo son el Congo. Oye, oye, la rumba congolesa. Baila cuando la mai, suya escucha mi vida. África fiesta, yo son el Congo. Oye, oye, la rumba congolesa. Baila cuando la mai, suya escucha mi vida. África fiesta, yo son el Congo. Oye, oye, la rumba congolesa. Baila Kumbanela, Leo la capital. Baila Kumbanela. Baila Kumbanela, bella, bella, baila. Baila Kumbanela. Baila Kumbanela, Congo, Leopoldville. Baila Kumbanela. Baila Kumbanela, Leo la capital. Baila Kumbanela. Baila Kumbanela, bella, bella, baila. Baila Kumbanela. Baila Kumbanela, Congo, Leopoldville. Baila Kumbanela. Robert Congo, les spéciales de RVVS. Ma vision pour les Congo-Kinshasa et la région des Grands Lacs. Un nouvel ouvrage signé Gaspard Hubert Lonsi Koko, essayiste et réformiste et acteur politique. Il est aujourd'hui notre invité pour nous parler de cette publication. Un bel ouvrage qu'il a publié chez L'Harmattan. Alors, dans cet ouvrage fort intéressant, Gaspard Hubert Lonsi Koko, vous présentez les principaux secteurs d'activité à développer pour créer cet état fort que vous appelez de vos voeux. Vous parlez de la répartition budgétaire. On va revenir là-dessus. Et vous nous présentez le budget 2014. Moi, je trouve que Gaspard Hubert Lonsi Koko est déjà dans l'action. Bon, j'ai toujours été un opposant constructif. Et le rôle d'un opposant, c'est de parvenir à l'alternance. Et vous ne pouvez pas parvenir à l'alternance si vous n'apportez pas de contre-propositions. L'ouvrage que vous avez devant vous est un contre-projet au gouvernement en place. Ils sont en train de vouloir voter leur budget pour 2014. Moi, je l'ai, le budget pour 2014, qui est de 7 milliards à 750 millions d'euros. Ils ont pronostiqué pour 2014 un taux de croissance de 8%. Moi, je pronostique ce taux de croissance à 10% en 2014 pour arriver à 18% en 2009. Donc, je l'ai dit dès le départ, j'ai l'ambition de présider à la destinée de la République démocratique du Congo. Et pour cela, j'ai un projet cohérent, d'avant-garde, qui permettra à ce pays de devenir une vraie puissance économique. Donc, oui, c'est un contre-projet au gouvernement en place. Éducation, santé, réforme administrative, défense, sécurité, tout y passe. Vaste programme, Gaspard Hubert Lonsi Koko. Ah ben, ce sont les prérogatives d'un État. Vous voulez devenir président de la République et vous ne dites rien sur tous ces éléments-là. Il faut bien qu'on sache ce que vous pensez dans tous ces domaines. Mais est-ce que là, quand les Congolais, enfin ceux qui ont déjà lu ou bien ceux qui vous liront, ils vont se dire, ah mais c'est beau tout ça, c'est un beau projet, c'est un beau programme. Mais c'est du déjà entendu. Je ne sais pas si c'est déjà entendu, hein. On n'invente pas, comment dire l'expression, le beurre ou je ne sais pas quoi. C'est des choses qui existent toujours, mais c'est dans la façon
de les présenter et de les articuler qui font la différence par rapport aux uns aux autres. Vous pouvez donner les mêmes chiffres, les mêmes éléments à des individus, ils ne parviendront pas au même résultat parce que la vision diffère et la manière de faire. C'est la question que j'allais vous poser. Mais c'est quoi l'originalité de votre projet? Le sérieux, la rigueur et puis l'anticipation et puis gouverner, c'est prévoir. Hein. Je prévois, je pense à des tas de choses. Si vous avez bien lu les bouquins, et je parle même de réajuster le programme par rapport aux réalités en place, par rapport à ce que le gouvernement va définir demain comme projet de société, parce que moi je me suis basé sur le programme 2013. Si demain il réagisse son programme 2014, je verrai par rapport à ça si je réagisse mon projet ou pas. C'est le b.a.-ba de la gestion de la chose publique. Et il faut être effectivement formé à ça. Et comment comptez-vous convaincre les Congolais de votre bonne foi? Je prendrai mon bâton de pèlerin comme je l'ai fait en 2011 dans les Bas-Congo, dans les territoires de Madimba. Et c'est à partir de ces projets et des sociétés que je vais essayer de fédérer autour de moi. Mais il n'y a pas que le Bas-Congo. Non, je l'ai dit, j'ai parlé des législatives. Quand je suis allé aux élections dans le Bas-Congo, je suis allé sur le terrain et j'ai mené campagne. Et aujourd'hui, avec ces projets de société, c'est ma feuille de route pour pouvoir mener campagne aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur pour une alternance en 2016. Et vous parlez justement du respect des droits de l'homme. Et pensez-vous que l'environnement est prêt à vous suivre par rapport à ça? Parce qu'il n'y a pas que l'environnement congolais, il y a aussi l'environnement africain. Mais raison pour laquelle j'ai ces programmes. Parce que dès lors que vous faites élire sur la base d'un projet, c'est-à-dire qu'il y a un pacte tacite entre vous et les électeurs et vos voisins, puisque vous leur dites que moi, je veux que vous m'élisez pour ça. Et une fois que vous êtes élu, on va vous juger sur ce que vous avez proposé. Donc je préfère dès le départ le dire. Et ceux qui vont se prononcer sur mon projet, par rapport à mon projet, ils savent à quoi s'attendre. Mais il faut bien vendre votre projet, Gaspard Hubert Lonsy Koko. Vous savez bien, mais je parle de l'environnement, vous savez bien que ce peuple-là, la corruption, le clientélisme, le clanisme, le tribalisme est devenu pour eux une seconde nature. Comment allez-vous faire justement, concrètement qu'est-ce que Gaspard Hubert Lonsy Koko va faire? Parce qu'il y a un travail qui est sérieux. Raison de plus pour s'impliquer encore davantage dans la vie politique congolaise, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à faire évoluer, beaucoup de choses à mettre en place. Et il y a des tas de pistes pour pouvoir mettre en place des tas de choses. Parlons seulement de la corruption. Pourquoi il y a corruption au Congo? Dans un pays où les gens n'ont pas de salaire. Un fonctionnaire qui ne touche pas son salaire mensuel, c'est tout à fait normal qu'il se laisse corrompre parce qu'il doit faire vivre sa famille. Si vous commencez par lui donner un salaire décent, il n'acceptera pas qu'on puisse le corrompre, puisque si il est fautif, il sera licencié, il n'aura plus de salaire pour nourrir sa famille. Donc il y a la gestion normale d'un pays qu'il faille mettre en place pour que certains mots, petit à petit, n'existent plus. Disparaissent. Voilà. Gaspard Hubert Lonsy Koko, je parle de l'environnement, je reviens encore sur le terme environnement. Il y a des pays africains à côté. Bon, on fait des projections. On suppose maintenant, c'est une hypothèse, Gaspard Hubert Lonsy Koko, président de la République, dit voilà, on change notre façon de gouverner le Congo. Mais maintenant, vous avez à côté des pays africains qui sont peut-être pas encore prêts, les dirigeants africains. Mais vous pensez que vous mèneriez votre bâton facilement que ça? Alors, vous remarquerez que dans cet ouvrage, il y a 3 aspects importants. L'aspect économique, l'aspect militaire et l'aspect diplomatique. Vous ne pouvez pas réussir votre diplomatie si vous n'avez pas une force de dissuasion, une force capable de mettre à exécution vos menaces. Dès que vous stabilisez votre pays, vous avez une armée aguerrie. Et au Congo, nous devons être excellents sur le plan diplomatique. Nous avons 9 voisins. Et à ce moment-là, l'armée congolaise sera un outil de la diplomatie, de notre diplomatie. Et ça sera aussi un outil de notre développement. En temps de guerre, l'armée n'est pas faite que pour aller faire la guerre. Il y a aussi des métiers, des professions dans l'armée, les génies civils. Donc ça sera aussi un des outils de notre développement, mais aussi des outils de notre dissuasion par rapport à nos voisins pour qu'on puisse vivre en paix
et qu'on puisse même intervenir chez nos voisins si leurs pays sont déstabilisés. Parce que si le Rwanda, le Burundi demain est déstabilisé, c'est toujours le Congo qui en paiera les frais. Donc nous sommes obligés avec nos voisins de développer ce que j'ai toujours dit, une sorte de politique d'indépendance dans l'interdépendance. C'est-à-dire la stabilité du Rwanda dépend de notre stabilité et vice-versa. Tant qu'on sera en mesure d'être stable, et tant qu'on sera en mesure de sécuriser des pays voisins en évitant que les pays soient déstabilisés à partir de notre territoire et vice-versa, je crois qu'on vivra parce que Gaspard Hubert Lonzi Coco, vous croyez, vous, aux structures régionales ou aux structures continentales Nous n'avons pas le choix. Nous sommes obligés de passer par là. Mais nous ne passerons par là que s'il y a une vraie confiance entre nous et si aussi nous-mêmes, nos pays sont stables. Nous ne pouvons pas faire autrement. Et quand l'Afrique les Rwandais, le Burundi, économiquement, dépendront du Congo. Et nous pouvons voir comment on peut vivre en bonne intelligence pour qu'il n'y ait pas toutes ces guerres qu'on a ici. Pourquoi on veut balkaniser la République démocratique du Congo? Parce qu'il y a des petits pays à l'Est qui ont des appétits voraces expansionnistes, qui essayent de prendre un morceau de notre territoire et dans notre pays même dont l'État n'existe pas. Donc il faut un État fort qui ne va pas déstabiliser les pays voisins, mais qui va assurer leur sécurité en étant stable lui-même. Et la place de l'Union africaine dans tout ça? Mais bien sûr qu'il faut que l'Union africaine ait un rôle important à jouer dans tout ça, et notamment dans les cadres du NEPAD, qui privilégie d'ailleurs des accords régionaux. Donc, ce volet du NEPAD sera très très important pour le Congo par rapport à nos rapports avec les pays des Grands Lacs, par rapport à la communauté internationale des pays des Grands Lacs. Donc, ce programme NEPAD est très très important. Nous n'avons pas le choix. Si ce n'est que d'avoir des unions douanières, si ce n'est que d'avoir une armée performante, et si ce n'est que d'avoir une économie qui pourra faire vivre pas mal de pays comme le Rwanda, l'Ouganda. Donc nous sommes obligés de passer par là. Et pour que ça se réalise, il faut qu'il y ait un véritable État au Congo, il faut qu'il y ait des véritables hommes et femmes d'État à la tête du Congo, et puis qu'on ait une vraie diplomatie régionale et une armée efficace. Et Gaspard Hubert Lonzi Coco va essayer de faire respecter le texte, et les autres vous suivront. Gaspard Hubert Lonzi Coco. Vous savez autant que moi que les textes, les accords ne sont pas respectés. Je serai respectueux de la souveraineté de nos voisins et je ferai en sorte que nos voisins respectent notre souveraineté. Il ne la respectera que tant que nous aurons une vraie armée. Et par rapport à la communauté internationale. Et cette armée-là, par rapport à la communauté internationale, on saura comment défendre nos intérêts. La communauté internationale, vous savez, c'est une question de mentalité. La communauté internationale, c'est quoi? Est-ce que les Américains ont eu gain de cause des Vietnamiens alors qu'ils étaient hyper armés? Est-ce que les Américains ont eu cause des Japonais alors qu'ils ont occupé le Japon? Ça a empêché que le Japon devienne à un moment donné la première puissance, voire la deuxième puissance économique du monde? Je pense pas. Et le rôle de l'Union africaine est très important. Il faut que les Africains apprennent à travailler ensemble, apprennent à voir avant tout l'intérêt de leur continent avant d'autres continents. Mais je ne vois pas quel est le problème avec la communauté internationale. Nous avons besoin d'une technologie qui est à la portée de la communauté internationale. Et cette communauté internationale a besoin des minerais qui est à notre portée. Il faut avoir l'intelligence de pouvoir vivre ensemble pour voir les intérêts des uns des autres. Et je vous rappelle que j'ai une trentaine de vies en France. Donc je connais très bien cette communauté internationale. Je connais très bien la mentalité occidentale. Je suis quelque part un de leurs enfants, donc on peut se parler. D'accord, Gaspard Hubert Lonzi Coco, mais vous ne pensez pas que l'Union africaine, c'est pas même que vous le pensiez, mais vous le savez très bien que l'Union africaine ne fait pas le poids vis-à-vis de cette communauté internationale. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, M. Congo? Il faut baisser les bras et rien faire. Il faut pas baisser, il faut justement changer de stratégie. Mais c'est cette stratégie-là qu'il faut nous expliquer. Quelle sera la stratégie de Gaspard Hubert Lonzi Coco vis-à-vis de la communauté internationale et vis-à-vis des multinationales? La stratégie, elle est simple. La stratégie, elle est tout à fait simple. Tout ce qui relève de l'Afrique, il faut en parler dans des réunions au sein de l'Union africaine. Il faut voir qu'est-ce qu'on veut pour l'Afrique, qu'est-ce qu'on veut pour les différentes régions africaines et quelle politique africaine nous pouvons mener par rapport au reste du monde. Par rapport au reste du monde, il faut voir qu'est-ce qui les intéresse chez nous, qu'est-ce qui nous intéresse chez eux. Et puis on va voir par rapport aux accords qu'on va passer. Regardez, je vais vous dire une chose. Dans tous les accords qui se sont passés, et comment la Chine s'est développée,
Pourquoi la Chine aujourd'hui fabrique des avions? Parce que dans tout accord que la Chine a eu avec les Occidentaux, il y a eu toujours un accord de transfert de techniques et de technologies. Et pourquoi nous, Africains, nous ne le ferons pas? Mais qu'est-ce qui nous manque, justement? Voilà, c'est une vraie volonté politique qu'on n'a pas, et que nos dirigeants actuels n'ont pas. C'est une question de vision politique. Et c'est aussi une question du fait que, comme on met en place des chefs d'État qui ne sont pas vraiment issus du suffrage universel, ce sont des sous-préfets d'autres puissances qui sont là pour les intérêts des autres. Or, moi, je serai là avant tout pour l'intérêt des Congolais, pour l'intérêt des Africains et pour l'intérêt commun des Congolais, des Africains et de nos partenaires habituels. Pas un proconsul? Non, je serai un président à 100% congolais. Gaspard Hubert Lonsi Koko, les jeunes occupent une place importante dans votre programme. Alors, dites-moi, que pensez-vous du phénomène Kuluna et de l'opération Coup de poing mise en place par les autorités congolaises? La jeunesse, c'est l'avenir d'une nation. Et tout à l'heure, j'ai dit qu'il faille miser sur l'être humain si on veut développer notre pays. Et c'est pour cela que je m'appesantis beaucoup sur l'éducation, sur l'instruction, sur ce que nous voulons, ce que le Congo veut comme programme, comme projet, et adapter son instruction, son éducation par rapport à ses besoins. Et je crois que j'injecterai beaucoup d'argent pour l'enseignement primaire, pour l'enseignement secondaire et notamment pour l'enseignement professionnel. Et aussi, je transformerai nos universités, une grosse partie de nos universités, en des laboratoires, en des centres de recherche pour pouvoir technologiquement être en forme, au point, et pouvoir développer notre pays par rapport à nos besoins. Et ce phénomène Kuluna, justement, parce que là, on parle maintenant de l'opération Coup de poing. Oui, mais c'est dû à quoi? C'est dû au chômage. Déjà, la plupart des 80 et 70% des Congolais sont au chômage. Et comment on peut bien élever, bien éduquer les enfants quand il n'y a pas de travail? Et deuxièmement, donc c'est une bonne opération, le coup de poing. Ça dépend comment c'est mené. Vous pouvez mener ces coups de poing et si vous n'avez pas de projets alternatifs par rapport à ces jeunes, ils reviendront demain. Il ne suffit pas de les maîtriser aujourd'hui, mais il faut voir qu'est-ce que vous allez faire pour eux demain. Quelle formation vous leur proposez? Nous avons une armée qui n'est pas aguerrie, avec 9 frontières. Et moi, mon souhait à court terme, qu'il y ait 100 000 personnes dans l'armée congolaise, à long terme, 500 000. Pourquoi ces jeunes-là, on ne peut pas les former pour qu'ils fassent partie de l'armée? Il y a plusieurs pistes pour ça. Et comment comptez-vous faire participer justement la diaspora à votre projet? La diaspora aura une place de choix. Pourquoi? Parce que je suis de ceux qui pensent qu'il faut faire émerger une classe moyenne au Congo. Il y a d'un côté les riches, de l'autre côté les pauvres et un trou au milieu. Je pense que la diaspora congolaise avec son pouvoir d'achat peut jouer un rôle important à court terme pour le développement du pays. Encore faut-il qu'on puisse, nous, gouvernements, leur permettre certaines facilités en matière d'investissement. Tous ceux qui veulent investir au Congo, il faut voir qu'est-ce qu'on peut leur offrir en matière sur le plan douanier, sur le plan de la taxe, pour qu'ils puissent créer des emplois, notamment dans les domaines des petites et moyennes entreprises au Congo. C'est un levier important pour faire développer le pays à court terme économiquement. Israel nasenga na biso otala mu Afrika kwesa bilimo santo tuyebate kotonga mokili esengaka maboko pemisisa ya bato na unité nzamba Israel nasenga na biso otala mu Afrika kwesa bilimo santo toyebate kotonga mokili esengaka maboko pemisisa ya bato na unité bankoko botekani na Zanzibar n'échange mandoki botilelo nzete ya Afrika na moto lipana tolukaki tozui Afrika liberté tobongisi nini sima ya indépendance kozanga koyokana ata toleli ata totangi kombo nyonso
bûcheron. Wapi bino ane machua na sima utoko, sima umpadi lelo Afrika epeli zamba Israel. nasenga na biso otala mu Afrika kwesa bilimo santu Otoyeba te kotonga mokili esengaka maboko mpe misisa ya bato na unité mandoki te makasi te ngai Carlito, maloba na mpe maboko affection na memi bafe fraternel tokumbi, telengani bamama bamemi maya miso mpe losambo. epai ya yawe Kozanga koyokana ata totangi kombo nyonso, ya basantu mitema mikozika, songa l'espoir tokozanga kaka se mopepe ya Nzambe. Bana bozali se kolota liboso ya siècle bandi kotana filosofi ngai mpe nakoma lokola awa banso toponi bahanzela mikuse confiance topesa nani toyeba kolata bozoba ya Afrika après l'indépendance zamba Israel. nasenga na biso otala mu Afrika kwesa milimo santu Otoyeba te kotonga mokili esengaka maboko mpe misisa ya bato na unité Africa está quente. Les spéciales de RVVS, Robert Congo. Ma vision pour les Congo-Kinshasa et la région des Grands Lacs. Un nouvel ouvrage signé Gaspard Hubert Lonsi-Koko, essayiste et réformiste et acteur politique. Il est aujourd'hui notre invité pour nous parler justement de son ouvrage. Alors, Gaspard Hubert Lonsi-Koko, dites-nous, que vous inspire la fin de la guerre au nord Kivu? Comme tout le monde le sait, moi, je suis un opposant au régime en place. Mais dans tout ce qui s'est passé au Kivu pour la stabilisation de cette région, j'ai toujours soutenu les initiatives du gouvernement pour pouvoir assurer l'intégrité du territoire congolais. Et je pense que c'est une très très bonne chose. Il fallait d'une part aller dans les différentes négociations, aussi bien à Kampala, à Addis Abeba qu'à New York, et mener le combat sur le terrain. On est arrivé à un moment donné où les M23 et ses parrains rwandais, ougandais sont mis devant les faits accomplis. Donc nous avons militairement gagné une guerre, ce qui est bien, mais il faut que nous puissions consolider cette victoire diplomatiquement. Sinon, nous risquons de perdre sur les tapis ce que nous avons gagné sur les champs de bataille. Je pense que le plus gros qui reste à faire, c'est d'assurer diplomatiquement. Mais sinon, je soutiens les FARDC dans leurs activités, leurs initiatives pour l'intégrité du territoire national. Parce que vous pensez que cette guerre est vraiment terminée? Pour l'instant, en tout cas, c'est mieux que ce qui s'est passé dans les mois, les années passées. Mais je pense que cette guerre ne sera pas forcément terminée si nous n'obtenons pas diplomatiquement la condamnation officielle du Rwanda et de l'Ouganda, et si nous n'obtenons pas à ce qu'ils respectent tous les accords de non-agression dont ils sont signataires. Et ils n'ont jamais respecté aucun accord. Ils n'ont accord. jamais respecté. Et c'est pour ça que je dis que c'est diplomatiquement que nous devons maintenant assurer. Et c'est pourquoi je vous dis que cette guerre ne peut être pas terminée. Elle n'est toujours pas terminée, mais pour quelqu'un qui veut la paix, il doit gagner au moins une guerre. Il doit la gagner diplomatiquement et politiquement. Et dès le début, je vous ai dit que je veillerai à ce que le Congo soit doté d'une diplomatie performante et excellente et d'une armée en mesure d'être un véritable outil de cette diplomatie. Il n'y a que comme ça qu'on nous respectera, qu'on nous craindra, et il n'y a que comme ça que nous vivrons tranquillement dans cette
partie du continent. Et diriez-vous que les Congolais ont retrouvé une armée capable de le défendre si leur sécurité est menacée? Bon, là, il faut reconnaître qu'il y a des forces onusiennes qui sont là, il y a la brigade d'intervention, mais il faut que nous profitions de leur présence pour réformer notre armée et pour pouvoir faire de cette armée une véritable structure citoyenne, patriotique, performante. Hein. Rien n'est impossible, il suffit seulement d'avoir ce patriotisme qui veut qu'on puisse vivre dignement et humainement et en bon terme avec nos voisins. Mais pour cela, il faut qu'on soit craint. Et selon vous, qu'est-ce qui fait que, pour parler de Kampala, batte de l'aile? Mais tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de fonds qui ont été injectés là-dessus. Et puis, je pense que les parrains du M23, qui sont eux-mêmes des outils d'autres puissances que tout le monde connaît, veulent avoir quelques garanties par rapport à leur avenir. Parce que c'est une loi qui est naturelle. Hein. Celui qui gagne la guerre impose sa volonté. Et la question qu'il faut se poser, pourquoi le Congo qui vient de gagner pour l'instant cette guerre-là n'arrive pas à imposer sa volonté? Il y a eu pas mal d'implications, il y a pas mal de choses à réajuster et je pense que c'est là-dessus que tout va se jouer. Mais il y a des choses qu'on ne dit pas publiquement. Et vous serez dans l'action. Comment mèneriez-vous justement ces pourparlers? Oui, je pense que je dirais clairement les choses aux commanditaires de cette guerre et nous le connaissons tous. Et on vous écoute, qu'est-ce que vous leur diriez? S'ils veulent les minerais du Congo, ils n'ont pas besoin de violer les femmes ou de faire violer les femmes. Ils n'ont pas besoin de tuer des hommes ou de faire tuer des hommes. Ils n'ont pas besoin de déstabiliser tout un pays. Ils n'ont qu'à venir nous voir et qu'on en parle. Nous aurons besoin de réformer notre armée. Nous achèterons leur matériel. Nous aurons besoin de construire notre pays. Nous aurons besoin de leur technologie, de leurs entreprises pour le faire. Mais on a intérêt à en parler directement plutôt que de se cacher derrière des pions interposés. Et vous ne pensez pas que c'est trop facile de dire ça comme ça? C'est peut-être facile, mais c'est comme ça qu'il faut le faire. Ils sont là, ils disent que pour eux, voilà, nous soutenons le Rwanda. Monsieur Congo, je suis probable candidat, je suis un acteur politique. Il y a des démarches que je fais et qui ne se disent pas, qui ne se voient pas, mais je rencontre des gens et puis on en parle. Et le risque de balkanisation de Congo-Kinshasa est écarté? Dans tout pays, rien n'est écarté. Même ici, on est en France. Si demain l'armée se soulève dans ces pays, la démocratie n'existera plus. Il faut tout simplement ce que le Congo doit obtenir. Et c'est ce qu'on a d'ailleurs obtenu avec Mobutu. Hein. Nous avons condamné Mobutu, mais Mobutu nous a laissé léguer une chose, c'est l'intégrité du Congo. Beaucoup de moyens ont été mis en place pour déstabiliser le Congo, on n'arrive pas. Je pense que ça, c'est un grand acquis qu'il doit falloir à tout moment consolider. Et ça ne sera consolidé que par une armée efficace, ça ne sera consolidé que par le fait de savoir quelle politique d'immigration mener avec nos voisins. Parce qu'il y a beaucoup de nos voisins qui nous envient, qui veulent venir travailler chez nous. C'est à nous de voir comment on peut vivre en bonne intelligence avec eux. Tout est là. Mais c'est ce que les Congolais vivent dans le Nord Kivu. Vous ne pensez pas que parce que vous parlez de Mobutu, Mobutu a aussi sa part de responsabilité dans tout ça? Bien sûr qu'il a sa part de responsabilité dans tout ça. Parce que certaines choses, notamment en matière de naturalisation, n'ont pas été faites dans les règles. Parce que Mobutu ne nous a pas doté d'une vraie carte d'identité, des vrais éléments sur le plan du cadastre. Des tas de choses. Donc l'État, même sous Mobutu, était inexistant. C'est pour ça que je commence par vous dire il faut qu'il y ait au Congo un véritable État avec tout ce que cela nécessite comme attribut. Et à partir de là, on vivra tranquillement. On va revenir un peu sur pour parler de c'est ce qu'il y a dans votre livre, parce que vous parlez d'un Congo stable qui vivrait en paix avec ses voisins. C'est ce que vous avez d'ailleurs souligné. Alors, maintenant, expliquez-nous concrètement comment créer ces conditions du bien-être avec ses voisins de la région de Grand Lac et comment rétablir cette confiance entre les Congolais, les Burundais et les Rwandais. Parce que cette confiance n'existe plus et les uns se méfient des autres. Mais vous avez tout à fait raison. Il est évident que tant que les peuples rwandais, burundais ou ougandais ne se réconcilieront pas, tout ce qu'on peut vouloir faire sur le plan régional ne marchera jamais. Vous remarquez qu'on a voulu nous imposer tout de suite
la relance de la CPGL, de la Communauté économique des pays des Grands Lacs. Et dans mon ouvrage, je parle du réaménagement de la CPGL. Parce qu'il faut qu'on tire les leçons. La CPGL, c'était quoi? Dans la CPGL, il y a des accords de non-agression. Ces accords n'ont pas été respectés. Justement, il faut qu'on tire les leçons ils n'ont de ce jamais qui a respecté échoué. ces accords. Voilà. Il faut qu'on tire les leçons de ce qui a échoué dans tous ces accords-là, dans toutes ces structures qu'on a mises en place pour essayer de les réaménager autrement. Et notamment, un des éléments qui fait que rien ne marche dans cette région, c'est qu'on prend de bonnes résolutions, mais on ne met pas en place des mécanismes de suivi dotés de la possibilité de sanctionner. Il n'y a pas une possibilité de sanctionner tous ceux qui violent les accords signés. Et là, rien ne marchera. Mais dès lors qu'il y aura des instances qui pourront trancher, sanctionner, je pense qu'on ne vivra pas des guerres qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On va dire que la guerre est terminée au Nord Kivu. Et vous pensez que Kabila y a été vraiment pour quelque chose? Je ne pense pas que c'est le lieu et le moment d'en parler. Je regrette tout simplement, peut-être la subtilité politique va intervenir là-dessus, je regrette tout simplement que lors des concertations nationales qui se sont déroulées au Congo, qu'on ne s'est pas penché sur les véritables causes de la guerre de l'Est. Quelles sont les véritables causes de la guerre de l'Est, Gaspard? Je pense qu'à un certain moment, le linge sale se lave en famille. Je serais irresponsable si je parle de toutes les choses ici, mais à un moment donné, nous, Congolais, nous devons avoir d'autres concertations entre nous pour parler sérieusement de ce qui a fait qu'il y a eu plus de 10 millions de morts au Congo, de ce qui a fait qu'il y a eu des femmes violées, des enfants enrôlés dans l'armée, de ce qui a fait que le pays a été déstabilisé. Il va falloir qu'on en parle. Parce qu'il y a eu des accords, des personnes qui sont arrivées pour prendre le pouvoir et qui ont donné des garanties à leurs parrains pour pouvoir déstabiliser ces pays. Et tant qu'on ne clarifiera pas cette situation, la menace pèsera toujours. Et parmi ces gens-là, il y en a qui sont au pouvoir aujourd'hui à Kinshasa? Ça ne sert à rien de mettre de l'huile sur le feu en ce moment, mais le moment venu, on en parlera. Et Kabila serait une girouette dans l'histoire? Ça, je pense que le Parlement congolais doit s'interroger là-dessus. Et moi, je veux qu'il y ait des hommes et des femmes d'État au Congo qui pensent plus avant tout à l'intérêt du pays qu'à leurs propres intérêts. Gaspard Beronsiko, l'opposition, on sait très bien que l'opposition ne fonctionne pas normalement à Kinshasa. Mais dans toute cette histoire, concertation nationale, le pourparler de Kampala, on n'a pas trop entendu parler de l'opposition congolaise. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Raison pour laquelle le peuple congolais qui est souverain doit maintenant savoir se choisir de véritables acteurs politiques qui pensent à leurs intérêts, aussi bien dans la majorité que dans l'opposition. Et moi, je n'ai rien d'autre à leur proposer par rapport à mon sérieux, si ce n'est que tous ces bouquins, tous ces ouvrages que je suis en train d'écrire pour dire ce que je compte faire de ces pays. Et c'est sur cette base-là que je compte convaincre mes compatriotes. Et je me rappelle très bien qu'en 2011, pendant la campagne, tout le monde me demandait de l'argent d'épargne. Je leur ai dit non, je viens ici pour votre bonheur, pour votre avenir. Aujourd'hui, je commence à avoir des coups de fil pour dire que vous aviez raison. Tous ceux qui nous ont promis des routes, des tas de choses, on ne les voit plus une fois élus. Et que vous qui nous avez parlé de ça, on ne vous a pas cru. Et voilà. Je constate qu'on ne prêche pas forcément dans les déserts. Mais il faut de temps en temps laisser le temps au temps, comme aurait dit l'autre. On n'entend pas souvent parler, Tshisekedi. Il y a 2 jours, il a réagi lors de la réunion, une manifestation de jeunes de l'UDPS. Vous pensez que Tshisekedi, il a fait son temps et que c'est fini? Il faut poser cette question à M. Tshisekedi. Moi, je pense quand même que la vie politique, surtout quand on est dans l'opposition, c'est tout un maillon. Il y a des gens qui vont prendre des initiatives et qui vont peut-être faillir, mais certaines de leurs actions préparent l'avènement ou l'arrivée d'autres personnes. Tshisekedi a joué son rôle, en bien ou en mal, on ne sait pas, mais en tout cas, ce monsieur a éveillé quand même une certaine conscience, il a fait quand même un certain travail, vous avez vu son âge, et s'il continue à travailler jusqu'à aujourd'hui, peut-être que les jeunes aussi n'ont pas été en mesure de prouver qu'ils sont prêts à prendre la relève. Assurer la relève. Donc, je n'ai pas condamné Tshisekedi, mais je sais qu'il a fait des choses qui permettent aussi qu'il y ait des gens comme moi aujourd'hui. Et je lui reconnais au moins ça.
certains acteurs politiques sont encore en prison et pourtant on nous avait promis la libération de ces gens-là. On ne peut pas parler de réconciliation nationale tant qu'on met des gens en prison pour à cause de leurs opinions. Vous remarquerez qu'il y a eu des amnisties, on a plus amnistié des voleurs, des tenus de droit commun plutôt que des politiques. Alors que le problème qui se passe au Congo, c'est un problème politique. Il y a une vraie crise politique. Donc il faut amnistier les acteurs politiques aussi. Notamment un certain Diomi Ndongala et d'autres. Voilà. Mais comment faire entendre votre voix par rapport à votre projet? C'est ce que vous faites. Les gens vous liront. Mais à Kinshasa, on aimerait bien entendre Gaspard Hubert Lonsi Koko. Voilà, l'objectif de cet ouvrage, c'est un outil, c'est un projet qui me permettra de prendre mon bâton de pèlerin et d'aller discuter avec les gens autour de ce projet. C'est un outil pour pouvoir faire émerger autre chose. Ce n'est pas quelque chose fait seulement sur le plan intellectuel, montrer que je sais faire ça, je sais écrire, je sais parler. Non, il faut que ce qui se trouve dans cet ouvrage soit décliné concrètement. Et les gens diront que Gaspard Hubert Lonsi Koko était candidat à la présidentielle en 2011. Il est devenu... Après, il a changé d'avis pour se présenter à la députation. Et là, peut-être qu'il sera candidat. Peut-être qu'il sera candidat en 2016. Mais, et si vous changiez d'avis? Sottise. En 2011, il y a eu 11 candidats de l'opposition face à une seule personne. Et c'était une élection qui d'habitude s'est déroulée à 2 tours. Et elle a été ramenée à 1 tour. Comment on peut, lors d'une élection à un tour, être 11 personnes, et si j'étais candidat 12 face à une seule personne? Au contraire, j'ai eu l'intelligence de me retirer pour ne pas hypothéquer l'avenir, les chances de l'opposition, et deuxièmement, ne pas porter la responsabilité de cet échec. Je ne suis pour rien dans l'échec de l'opposition congolaise. Si on additionne les voix de l'opposition congolaise, elle était majoritaire par rapport aux voix faites par M. Kabila. Donc au contraire, ça montre même que ce n'est pas mon intérêt personnel qui prime sur l'intérêt de la nation. Et vous avez soutenu qui alors en 2011? J'ai voté, je le dis, même si le vote est secret, j'ai voté pour M. Tshisekedi. J'ai estimé que j'ai des choses à lui reprocher, mais j'ai estimé que c'était l'un des candidats qui pouvait fédérer tout le monde. Dommage qu'il s'y est mal pris par rapport à d'autres opposants, mais bon. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne commettent pas d'erreur. Et pourquoi arriver à ce point, l'opposition congolaise n'est pas arrivée à se mettre d'accord sur un candidat unique? Ce n'est pas une question qu'il faut poser sur moi, puisque moi je me suis retiré, donc j'avais la capacité d'œuvrer pour un candidat unique. Ça n'a pas été fait, c'est dommage, c'est pas fait. En tant que porte-parole d'un parti politique, vous aviez quand même un mot dans l'opposition. On a dit tout ce qu'il fallait dire. Nous ne sommes pas des dictateurs, on est des démocrates. Les gens ne nous ont pas suivis. Quand un enfant joue avec le feu, il faut le laisser se brûler. Il comprendra ce que c'est que le feu. On a vu ce que ça a donné et j'espère que nous tirerons les leçons de 2011 par rapport à 2016. Et comment comptez-vous faire justement pour que les gens vous suivent? Nous allons nous parler. Vous savez, nous sommes des êtres humains. Hein? Nous allons nous parler, nous allons essayer de nous mettre d'accord sur certaines choses. L'avenir nous dira, nous montrera ce qui va se passer. Mais en tout cas, nous allons nous parler. Et votre décision d'être candidat à la prochaine présidentielle, cette décision, elle est prise? J'ai écrit un bouquin pour vous dire voilà ce que je compte et j'aspire à la magistrature suprême. Et c'est un projet parmi tant d'autres. Ça se trouve qu'il y aura d'autres projets aussi qui vont émerger. Et le moment venu, on va voir dans l'opposition qui est le meilleur d'entre nous et qui est en mesure de de mener ces combats. Votre décision est définitive? Moi, j'aspire à présider la République démocratique du Congo. Si je suis le meilleur d'entre nous, le moment venu, j'irai jusqu'au bout. Si j'estime qu'il y a d'autres qui sont meilleurs que moi, on verra comment on peut se coaliser pour avoir qu'un seul candidat. Mais je pense que ce n'est pas le moment de dire que j'irai jusqu'au bout ou pas. En tout cas, je manifeste ma volonté de présider ce pays et pas par des paroles, mais à travers un projet que vous avez devant vous. Ainsi se termine cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à Gaspard Hubert Lonsi Koko qui a bien voulu répondre à notre invitation. Et je rappelle qu'il publie chez l'Harmattan le livre
qui s'intitule Ma vision pour les Congo-Kinshasa et la région des Grands Lacs, qui est un vrai projet de société. Merci à Johan qui a réalisé cette émission. Restez à l'écoute de RVVS 96.2. À 18h, vous retrouverez Rosie dans Sublime Tradition. Au revoir et à bientôt.